La poussière dansait dans les rayons du soleil, couchant au-dessus de la rue principale de Cedar Creek, pareille à des pièces d'or éparpillées par le vent. Victoria Harrison se tenait sur l'estrade en bois devant le saloon, le dollar chanceux, sentant chaque regard de la foule lui brûler la peau plus intensément que la chaleur du Texas. Sa robe de coton blanc, autrefois sa plus belle tenue, était maintenant délavée jusqu'à prendre la teinte du vieil ivoire, et la fine dentelle de ses manches était usée par les lavages répétés dans l'eau dure du puits. Le shérif McCoy, un homme au visage sillonné de rides comme du vieux cuir, tenait un rouleau de papier à la main. Sa voix tonna sur la place, faisant taire même les cow-boys ivres à l'entrée du saloon. Citoyens de Cedar Creek, conformément à la décision du juge de district, les biens du défunt Joshua Harrison seront vendus pour couvrir ses dettes, la liste inclut. Victoria ferma les yeux, tentant d'ignorer les mots qui brisèrent sa vie en 1000 morceaux. La ferme de son père, le bétail, la maison où elle était née, et elle-même, comme dernier point sur cette liste de malheurs humains. Et Miss Victoria Harrison sera placée sous la tutelle de celui qui offrira la plus grosse somme pour son entretien et son apprentissage des vertus féminines. Les mots « vertus féminines » sonnaient particulièrement abjectes dans la bouche du shérif. Tout le monde savait ce que cette formule signifiait. La foule se mit à chuchoter. Quelqu'un siffla, et le corpulent propriétaire de la maison close, Sam Crowley, se frotta les paumes grasses en s'approchant de l'estrade. Victoria ouvrit les yeux et regarda les visages en contrebas. Des hommes de tous âges et de toutes conditions, unis par une seule chose, une lueur avide dans les yeux. Son estomac se noua de dégoût. Son père avait toujours dit que la dignité humaine ne se vendait pas, quel qu'en soit le prix. Mais apparemment, elle pouvait s'acheter. Les enchères commencent à $50, annonça le shérif. 60, cria aussitôt Crowley, sa voix rauque comme celle d'un vieux coq. Victoria sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle connaissait cet homme de réputation. Les jeunes femmes qui tombaient entre ses mains disparaissaient quand ou devenaient l'ombre d'elles-mêmes. 75, l'interrompit une voix venue du fond de la foule. Victoria tourna la tête, essayant de distinguer le nouvel enchérisseur. La foule s'écarta, et elle aperçut un homme de haute taille, vêtu d'une veste en cuir usé et d'un chapeau à large bord. Il se tenait un peu à l'écart, les bras croisés sur la poitrine, le visage dissimulé dans l'ombre. Mais quelque chose dans sa posture, dans sa manière de se tenir, poussa Victoria à le regarder plus attentivement. 80. Crowley commençait déjà à s'énerver, son visage rougissant sous l'effort. $100, dit calmement l'inconnu, et sa voix résonna comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. La foule eut un hoquet de surprise. $100, c'était une somme considérable, le salaire mensuel d'un bon cow-boy. Crowley oublia toute bienséance et hurla « 100 dix, et pas un 100 de plus !» L'inconnu releva légèrement la tête, et Victoria vit son visage, des traits durs, couverts d'une barbe de plusieurs jours, des yeux profonds de la couleur d'un ciel d'orage. Une cicatrice au-dessus du sourcil gauche témoignait que la vie ne l'avait pas épargné. Mais dans son regard, il n'y avait pas cette avidité lubrique qu'elle avait vue chez les autres hommes. Il y avait autre chose, de la détermination peut-être, ou de la colère. 150, dit-il sans élever la voix. Crowley devint encore plus rouge, mais se tut. Il n'avait tout simplement pas une telle somme. $150. Une fois, commença le shérif. 2 fois. Un silence total s'installa dans la foule. Même le vent semblait avoir retenu son souffle. 3 fois, adjugé. L'inconnu s'avança, sortant un portefeuille en cuir de sa poche intérieure. Victoria remarqua que ses doigts, longs et nerveux, continrent les billets. Il lui manquait l'auriculaire à la main droite, une autre trace d'une vie difficile. Elle le regarda remettre l'argent au shérif, signer quelques papiers.
Tout se passait comme dans un brouillard. Une demi-heure plus tôt, elle était une femme libre, bien que sans le sou. Maintenant, sa vie appartenait à un homme dont elle ne connaissait même pas le nom. L'inconnu s'approcha de l'estrade et lui tendit la main. « Descendez, mademoiselle, il est temps de partir. » Sa voix était basse, mais on y sentait l'habitude d'être obéi. Victoria hésita une seconde, puis prit la main tendue. Sa paume était chaude et rugueuse, pleine de cale. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle alors qu'il s'éloignait de la foule. « Ethan Ryder » répondit-il sobrement. « Allons-y maintenant, nous avons des choses à faire. » Victoria jeta un regard en arrière vers la foule, qui commençait à se disperser. Crowley la fusillait du regard avec une colère non dissimulée, tandis que le shérif pliait ses papiers, visiblement satisfait de cette tournure inattendue. « Où allons-nous » demanda-t-elle, s'efforçant de suivre le grand pas d'Ethan. « Aux chevaux. Il faut quitter cet endroit au plus vite. » « Pourquoi » Ethan s'arrêta et la regarda. Une lueur de regret traversa ses yeux. « Parce que j'ai menti. Je n'ai pas $150. » Victoria sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi ? Je n'ai que ça, » dit-il en lui montrant quelques billets froissés. « $23. Tout ce que j'avais au monde. » Mais alors, les documents, l'argent pour le shérif, des tours de passe-passe, Miss Harrison. On apprend beaucoup de choses quand sa vie dépend de l'agilité de ses mains. Victoria s'arrêta, pétrifiée. Cela veut dire que dans quelques minutes, le shérif comprendra qu'il a été trompé. C'est exactement pour ça que nous devons nous dépêcher. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Ethan se tourna vers elle. Dans la lumière du crépuscule, son visage semblait taillé dans la pierre. Parce que personne ne devrait être vendu aux enchères, même si c'est légal. Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. Peut-être. Mais j'ai vu vos yeux quand Crowley a fait son offre. Et ça m'a suffi. Derrière eux, des cris retentirent. Le shérif avait apparemment découvert la supercherie. « Courez » dit Ethan. « Courez vite !» Victoria souleva l'ourlet de sa robe et se mit à courir derrière lui dans la rue poussiéreuse. Dans leur dos, on entendait des voix, des bruits de bottes, des aboiements de chiens. Devant, près de la forge, 2 chevaux les attendaient. L'étalon bay d'Ethan et une jument grise. « Vous savez monter à cheval » cria-t-il en scellant déjà sa monture. « Oui. »« Alors suivez-moi » Victoria sauta en selle et ils s'élancèrent au galop dans la rue principale de Cedar Creek, soulevant un nuage de poussière. Un groupe de cavaliers menés par le shérif était déjà à leur trousse. Le vent fouettait le visage de Victoria, arrachant les épingles de ses cheveux. Ses boucles blondes flottaient derrière elle comme un étendard. Elle ressentait un étrange mélange de peur et d'exaltation. 1 heure plus tôt, sa vie semblait finie. Et maintenant, elle fuyait vers l'inconnu avec un homme qui avait tout risqué pour sa liberté. Ils quittèrent la route et galopèrent à travers la prairie. L'herbe, brûlée par le soleil, crissait sous les sabots des chevaux. Au loin, des collines se teintèrent de rouge sous le soleil couchant. « C'est encore loin » cria Victoria. « On va chevaucher jusqu'à l'aube » répondit Ethan. « Ils ne nous lâcheront pas » Et en effet, derrière eux, les silhouettes des poursuivants étaient encore visibles. Mais la distance augmentait lentement. À la nuit tombée, ils s'arrêtèrent près d'un petit ruisseau. Les chevaux respiraient lourdement, et Victoria sentait qu'elle ne pouvait plus tenir en selle. « Nous passerons la nuit ici » dit Ethan en descendant de cheval. « On ne fera pas de feu. » Il l'aida à descendre, et Victoria sentit ses jambes flageoler. L'adrénaline était retombée, ne laissant que la fatigue et une centaine de questions. « Ethan » commença-t-elle, mais il leva la main. « Nous parlerons demain. Pour l'instant, il faut se reposer. » Il lui étendit une couverture de sel sous un grand chêne et s'installa un peu plus loin. Dans l'obscurité, elle l'entendait vérifier ses armes.
Elle entendait le reniflement des chevaux et le murmure du vent dans les feuilles. Victoria était allongée, les yeux fixés sur les étoiles. Elle semblait plus brillante que jamais, comme si le monde entier avait changé en un jour. Elle était libre. Mais que signifiait cette liberté? Et qui était cet homme qui l'avait sauvée sans rien demander en retour? Au fond d'elle, elle sentait que ce n'était que le début de quelque chose de grand et de dangereux. Victoria se réveilla à l'odeur du café et de la viande grillée. Le soleil matinal était déjà chaud dans le ciel, colorant la prairie de teintes dorées et vertes. Ethan était assis près d'un petit feu, remuant quelque chose dans une casserole noircie. « Bonjour », dit-il sans lever les yeux. « Bien dormi ?» Victoria s'assit en se frottant la nuque endolorie. La couverture de sel n'était pas le lit le plus confortable, mais elle avait dormi profondément. Pour la première fois depuis des semaines, sans cauchemar sur les dettes de son père et son avenir incertain. « Très bien, merci. Et vous ? Je suis habitué à dormir d'un sommeil léger. C'est une compétence utile sur la frontière. » Il lui tendit une tasse en métal remplie de café et une assiette de venaison grillée. Le café était fort et amer, mais il la réchauffa mieux que n'importe quelle couverture. « Ethan, hier vous avez dit que nous parlerions aujourd'hui. » Il hocha la tête, posant son assiette. « Vous avez raison. Vous avez le droit de savoir dans quoi vous vous êtes embarqué. Commencez par me dire qui vous êtes. Un vrai cow-boy ou un tricheur, comme vous l'avez dit hier ?» Ethan eut un petit sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Un peu des deux. Je suis né au Texas, dans le ranch de mon père. J'étais un cow-boy ordinaire jusqu'à mes 25 ans. Puis la guerre avec les Mexicains pour les terres de la vallée du Rio Grande a commencé. Mon père a été tué lors d'un raid, le ranch a été brûlé. Il se tut, le regard fixé sur le feu. Après ça, j'ai beaucoup erré. J'ai travaillé où je pouvais. J'ai appris à survivre. Les jeux de cartes m'ont aidé à ne pas mourir de faim dans les moments difficiles. Et maintenant, vous voyagez simplement. Pas simplement. Je cherche un homme. » Victoria sentit un changement dans sa voix. Elle était devenue plus dure, plus froide. « Qui ? » Le capitaine Rafael Vasquez. Il commandait le groupe qui a attaqué notre ranch. Je l'ai vu abattre mon père de mes propres yeux. C'était il y a longtemps, 8 ans, mais je n'oublie pas. Victoria but une gorgée de café, réfléchissant à ses paroles. La vengeance, elle comprenait ce sentiment. Après la mort de son père, une amertume s'était installée en elle aussi. Non pas envers une personne en particulier, mais envers le monde entier et son injustice. « Et hier, à Cedar Creek, vous cherchiez ce Vasquez. » »« Non. J'étais de passage. J'ai vu la foule. Je me suis arrêté pour regarder. Et puis je vous ai vu. Et vous avez décidé de sauver une inconnue. » Ethan se leva et commença à ranger. « Chaque homme a le choix, Miss Harrison. Passer son chemin ou s'arrêter. Je me suis arrêté. »« Victoria, » le corrigea-t-elle. « Juste Victoria. »« Très bien, Victoria. » Maintenant, c'est à votre tour de raconter. Elle prit une profonde inspiration. L'histoire de sa famille n'était pas aussi dramatique que celle d'Ethan, mais elle n'en était pas moins douloureuse. Mon père était fermier, un bon fermier. Nous avions une petite exploitation à 20 miles de Cedar Creek. Nous cultivions du maïs et élevions du bétail. Nous vivions modestement, mais honnêtement. Que s'est-il passé? 3 années de sécheresse consécutives. Les récoltes mouraient, le bétail périssait par manque d'eau. Mon père a contracté des prêts à la banque, espérant que l'année suivante serait meilleure. Mais l'année suivante fut encore pire. Victoria se tut, se remémorant les derniers mois de la vie de son père. Comment il avait maigri, comment ses mains puissantes tremblaient de fatigue et de désespoir. Il est mort d'une crise cardiaque, en plein champ. Je l'ai trouvé le soir, quand il n'est pas rentré à la maison. Une semaine plus tard, des hommes de la banque sont venus avec les papiers de la dette. « Quel âge avez-vous, Victoria ? »
22 ans. Vous n'avez pas d'autres parents? Non. Ma mère était morte quand j'avais 10 ans. Mon père n'a pas eu d'autres enfants. Ethan hocha la tête en éteignant le feu. Je vois. Et que savez-vous faire? La question l'a pris par surprise. C'est-à-dire, quelles sont vos compétences? Cuisiner, coudre, compter l'argent. Il va falloir gagner votre vie d'une manière ou d'une autre. Victoria réfléchit. À la ferme, elle faisait de tout, la cuisine, le ménage. Elle aidait son père aux travaux des champs, tenait une comptabilité simple. Je sais cuisiner, je coûte bien. Je sais lire et écrire, tenir des comptes. Je soignais les animaux malades, j'aidais au village. Pas mal, ça nous donne des options. Nous, Ethan était déjà en train de seller les chevaux. Victoria, je ne peux pas vous laisser seule au milieu de la prairie. Je vous conduirai jusqu'à la ville la plus proche, où vous pourrez trouver du travail. Et vous, où irez-vous? Plus au sud, j'ai des informations selon lesquelles Vasquez aurait été vu à El Paso. Victoria l'aida à lever le camp. Ils travaillaient en silence, mais elle sentait une étrange complicité entre eux, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Ethan, pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? Jamais fondé de famille? Il s'arrêta, une sacoche de sel à la main. C'est difficile de construire une famille quand on vit pour la vengeance. Mais 8 ans, c'est long. Peut-être est-il temps de s'arrêter. Vous ne comprenez pas. Vasquez n'a pas seulement tué mon père. Il a brûlé la maison avec ma jeune sœur à l'intérieur. Elle avait 16 ans. Victoria sentit un frisson la parcourir. Je suis désolé, je ne savais pas. Maintenant, vous savez. Alors non, je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Ils chevauchèrent toute la journée, à travers un paysage vallonné, parsemé de chênes et de mesquites. Le soir, ils atteignirent une petite ville nommée Harmony. Elle était plus grande que Cedar Creek, avec un hôtel, 2 saloons, un magasin et même une petite église. « Vous pourrez vous arrêter ici, » dit Ethan alors qu'il descendait de cheval devant l'hôtel, le fer à cheval doré. « Cherchez du travail. La ville se développe, ils ont besoin de monde. » Victoria sentit un vide étrange dans sa poitrine. En 2 jours, elle s'était habituée à sa présence, à sa voix calme, au sentiment de sécurité qu'elle éprouvait auprès de cet homme sombre mais fiable. « Et si je ne trouve pas de travail? Vous en trouverez. Vous êtes une femme forte, Victoria. Plus forte que vous ne le pensez. » Ils entrèrent dans l'hôtel. Le propriétaire, un homme âgé à la barbe soignée, les accueillit amicalement. « Bienvenue au fer à cheval doré, monsieur et madame. Mademoiselle Harrison ?» corrigea Victoria. « Et voici monsieur Ryder. Nous aurions besoin de 2 chambres séparées. »« Bien sûr, bien sûr. Nous avons justement des chambres de libre. » Pendant que le propriétaire préparait les clés, Victoria jeta un regard furtif à Ethan. Il se tenait près de la fenêtre, observant la rue. Même ici, en sécurité à l'hôtel, il ne se détendait pas. « Monsieur Ryder » lui adressa le propriétaire. « Vous restez longtemps parmi nous? »« Juste pour la nuit. Je repars demain matin. » Victoria sentit une pointe de déception, même si elle savait que ce serait ainsi. Le soir, ils dînèrent au restaurant de l'hôtel. Le repas était simple mais copieux. Poulet rôti avec des pommes de terre et des petits pois. Aux tables voisines, des habitants discutaient à voix basse de la météo, des récoltes et des nouvelles des grandes villes. « Après-demain, il y aura une foire ici, » leur dit la serveuse. Une jeune fille au visage aimable. Des marchands viennent de partout. Peut-être y trouverez-vous votre bonheur. « Merci, » acquiesça Victoria. « Y a-t-il du travail en ville? »« Oh, ouah! Madame Wilkins cherche une assistante pour son magasin. Et le docteur Stone, une garde pour sa mère. Elle est très âgée, elle a besoin de soins constants. » Victoria échangea un regard avec Ethan. Il y avait des possibilités. Après le dîner, ils sortirent sur le porche de l'hôtel. La soirée était chaude, l'air sentait sur la poussière et le jasmin en fleurs.
Quelque part, une guitare jouait, et du saloon provenaient des voix et des rires. Demain, allez voir le docteur Stone, dit Ethan. Le travail de garde-malade vous conviendrait. Comment le savez-vous? Vous avez dit que vous soignez les animaux malades. Et vous avez bon cœur. Les personnes âgées le sentent. Ils se tenaient côte à côte, sans se toucher. Mais Victoria sentait la chaleur de son corps. Elle voulait lui demander de rester. Mais elle comprenait que cet homme avait son propre chemin à suivre. Ethan, et si vous trouvez Vasquez? Que se passera-t-il alors? Je le tuerai. Et après? Il resta silencieux un long moment. Je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé. Peut-être devriez-vous y penser. Il se tourna vers elle. À la lumière du lanterneau, son visage paraissait fatigué. Victoria, depuis 8 ans, je ne vis que pour ça. Je n'imagine pas une autre vie. Mais vous m'avez sauvé. Cela signifie qu'il y a autre chose en vous que la vengeance. Peut-être. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Et ils se dirent au revoir près de l'escalier. Ethan lui serra la main, et dans cette poignée de main, il y avait plus de tendresse que dans la plus passionnée des étreintes. Bonne chance, Victoria Harrison. Vous méritez une vie heureuse. Bonne chance à vous aussi, Ethan Ryder. J'espère que lorsque vous trouverez ce que vous cherchez, cela vous apportera la paix. Dans sa chambre, Victoria resta longtemps près de la fenêtre, à regarder les étoiles. Quelque part là-bas, dans l'obscurité, l'homme qui avait changé son destin en une seule journée se préparait à partir. Elle ne savait pas si elle le reverrait un jour, mais elle était certaine qu'elle ne pourrait jamais l'oublier. Et dans la chambre voisine, Ethan était allongé sur son lit, le regard fixé au plafond. Pour la première fois depuis de nombreuses années, ses pensées de vengeance passaient au second plan. Il pensait à une femme aux cheveux d'or et au regard courageux, qui en 2 jours lui était devenue plus proche que toutes les personnes rencontrées au cours de ses années d'errance. Mais demain matin, il partirait, parce que tel était son destin. Pour l'instant, Victoria fut réveillée par le tintement de la clochette au-dessus de la porte de l'hôtel. Le soleil était déjà haut sur Harmony, et dans la rue, on entendait les voix des marchands se préparant pour la foire. Elle s'habilla rapidement et descendit, espérant trouver Ethan au petit déjeuner. Mais sa place à table était vide. « Monsieur Ryder est parti à l'aube », dit le propriétaire de l'hôtel en remarquant son regard désemparé. « Il vous a laissé ceci ?» Il lui tendit une feuille de papier pliée. Victoria la déplia, les doigts tremblants. L'écriture d'Ethan était nette, masculine. Victoria. Sur la table, il y a $20. Tout ce qu'il me reste. Cela suffira pour la chambre et la nourriture pendant une semaine. Trouvez du travail. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Hier. Elle serra la note dans son poing, ressentant un étrange mélange de gratitude et de vide. $20, c'était tout son argent. Il lui avait littéralement laissé tout ce qu'il possédait. Mademoiselle, toussa délicatement le propriétaire. Si vous cherchez du travail, je peux vous donner un conseil. Le Dr Stone habite la Maison Blanche au volet vert sur Main Street. Hier, il est passé et s'est plaint de ne pas trouver de garde convenable pour sa mère. Victoria hocha la tête, glissant la note dans la poche de sa robe. « Merci, je vais aller le voir. » Après un modeste petit déjeuner, elle se dirigea vers la rue principale. Harmony s'éveillait sous les rayons du soleil matinal. Les marchands suspendaient des tissus colorés et disposaient leurs marchandises sur des étals. L'air sentait le pain frais, le cuir et les épices. Des enfants couraient entre les chariots, tandis que des femmes en coiffe choisissaient des ustensiles de cuisine. La maison du Dr Stone s'avéra être l'une des plus soignées de la ville. La peinture blanche n'était pas écaillée, les volets verts étaient fraîchement repeints et le petit jardin devant la maison était noyé de fleurs.
Victoria arrangea ses cheveux, rassemblés en un chignon modeste, et frappa à la porte. Un homme d'environ 45 ans, au visage bon mais fatigué, et portant des lunettes à fine monture, lui ouvrit. Sa chemise blanche était retroussée au coude, et ses mains portaient des traces d'iode, signe qu'il venait de s'occuper de patients. « Bonjour, je m'appelle Victoria Harrison. J'ai entendu dire que vous cherchiez une garde-malade. » Le docteur Stone la regarda attentivement, l'évaluant. Son regard ne contenait ni mépris ni lubricité, seulement une appréciation professionnelle. « Entrez, Miss Harrison. Je suis Daniel Stone. Avez-vous de l'expérience dans les soins aux personnes âgées ?» Ils entrèrent dans un petit salon meublé simplement, mais avec des meubles de qualité. Des livres étaient déposés sur chaque surface libre, et près de la fenêtre se trouvait un bureau couvert de dossiers médicaux. « Je me suis occupé de mon père durant les derniers 6 mois de sa vie, » répondit honnêtement Victoria. « Il souffrait de problèmes cardiaques. J'ai aussi aidé des voisins malades, en préparant des décoctions, en faisant des compresses, en veillant à la prise de leurs médicaments. Savez-vous lire? Oui, et écrire aussi. Bien. Ma mère a 72 ans. Depuis une chute récente, elle est clouée au lit. J'ai besoin de quelqu'un pour l'aider avec les repas, les médicaments, la lecture. Je paye 30 $ par mois, plus le logement dans la chambre de service et les repas. 30 $. C'était une belle somme pour une femme dans sa situation. Dr Stone, je vais être honnête avec vous. Je suis arrivé en ville hier sans un sou en poche. J'ai vraiment besoin de ce travail. Il retira ses lunettes et les essuya avec un mouchoir. J'apprécie l'honnêteté, Miss Harrison. C'est une qualité rare de nos jours. Voulez-vous rencontrer ma mère? Ils montèrent au premier étage. La chambre de Madame Stone était claire et confortable. Elle sentait la lavande et les herbes médicinales. Sur un grand lit reposait une femme âgée et menue, aux cheveux gris tressés. Ses yeux sombres et vifs étudièrent attentivement Victoria. « Maman, voici Miss Harrison. Elle pourrait devenir ta garde-malade. »« Approche, ma chère, » dit la vieille dame d'une voix faible mais pleine de dignité. « Comment t'appelles-tu ?»« Victoria, madame. »« Un joli nom. Dis-moi, Victoria, que feras-tu si je deviens capricieuse et que je refuse de prendre mes médicaments ?» Victoria réfléchit. La question était clairement un test. « J'essaierai de comprendre pourquoi vous refusez. Peut-être que le médicament est amer, que vous ne vous sentez pas bien, ou que vous êtes simplement triste. Et alors, je trouverai un moyen de vous aider. » Madame Stone sourit, le premier vrai sourire que Victoria voyait depuis la mort de son père. « Elle me plaît, Daniel. Elle a des yeux intelligents et un bon cœur. »« Alors, bienvenue dans notre famille, Miss Harrison, » dit le docteur. « Vous pouvez commencer dès aujourd'hui si vous le souhaitez. » Victoria passa le reste de la journée à se familiariser avec la maison et ses nouvelles tâches. Madame Stone, malgré sa faiblesse, se révéla être une interlocutrice vive et intéressante. Elle racontait l'époque où Harmony n'était qu'une poignée de cabanes près d'un ruisseau, les raids indiens et les premiers colons. « Mon défunt mari a été le premier médecin de la région, » dit-elle pendant que Victoria l'aidait à dîner. Il faisait des accouchements, soignait la fièvre, retirait des balles de cow-boy. Daniel a suivi ses pas. « Et d'où venez-vous ?»« De Boston. »« Je suis arrivée ici jeune fille. Je suis tombée amoureuse du médecin local et je suis restée pour toujours. Je ne le regrette pas. Ici, la vie est authentique, sans faux semblant. » Le soir, quand Madame Stone s'endormit, Victoria était assise dans sa petite chambre au rez-de-chaussée et écrivait une lettre. Pas à quelqu'un en particulier. Elle mettait simplement ses pensées sur papier, comme son père le lui avait appris. « Cher journal, » commença-t-elle, comme dans son enfance. « 3 jours seulement se sont écoulés depuis que ma vie a complètement changé. Un homme nommé Ethan Ryder m'a sauvé d'un sort terrible et m'a donné une chance de tout recommencer.
J'ai maintenant un travail, un toit sur la tête et des gens bienveillants à mes côtés. Mais pour une raison que j'ignore, je ne peux oublier ses yeux tristes et la façon dont il a dit qu'il n'imaginait pas une vie sans vengeance. Elle posa sa plume et s'approcha de la fenêtre. Les lanternes s'allumaient dans la rue et du saloon parvenait de la musique. Quelque part là-bas, dans l'obscurité des prairies, un homme à qui elle devait sa liberté chevauchait à Versour son destin. Le lendemain matin, un cavalier arriva à la maison. Victoria, qui arrosait les fleurs dans le jardin, leva la tête et se figea. Instant, elle crut que c'était Ethan, mais le cavalier était un inconnu, un jeune homme couvert de la poussière de la route. « Je cherche le docteur Stone », dit-il en descendant de cheval. « Nous avons un problème au ranch. La patronne accouche et ça ne se passe pas bien. » Le docteur sortit de la maison avec sa sacoche médicale. « Scellez-moi un cheval », lança-t-il à Victoria. « Surveillez ma mère. Je serai de retour ce soir. » Et il partit au galop à la suite du messager, laissant Victoria seule avec Madame Stone. « Ne t'inquiète pas, ma chère, » dit la vieille dame quand Victoria lui apporta son petit déjeuner. « Daniel est un bon médecin, tout ira bien. » Mais la journée s'éternisa. À midi, la pluie commença à tomber. Et vers le soir, Madame Stone se sentit mal. Sa température monta, et elle eut des difficultés à respirer. Victoria arpentait la maison, ne sachant que faire. Ses connaissances en médecine populaire étaient clairement insuffisantes, et le docteur n'était toujours pas rentré. Elle appliqua des compresses froides, fit boire de l'eau à la vieille dame par petites gorgées, et lui fit la lecture pour la distraire de son malaise. Vers 10 heures soir. Vers 10 heures du soir, l'état de Madame Stone s'améliora. La fièvre tomba. 1 heure plus tard, le docteur Stone revint, trempé et fatigué, mais satisfait. « Tout va bien, dit-il en enlevant son manteau. Un petit garçon en pleine santé est né. »« Et comment va maman ?» Victoria lui raconta ce qui s'était passé. Le docteur monta voir sa mère, l'examina et redescendit avec un air approbateur. « Vous avez fait exactement ce qu'il fallait, Miss Harrison. Compresse, hydratation, repos, c'est précisément ce dont elle avait besoin. Vous avez un véritable talent pour la médecine. Merci, docteur. Mais j'étais très inquiète. C'est normal. L'inquiétude montre que vous vous souciez des autres. » Il se versa un verre de whisky et s'assit dans un fauteuil près de la cheminée. « Miss Harrison, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. » L'homme avec qui vous êtes arrivé en ville, votre mari, votre fiancé? Victoria sentit le rouge lui monter aux joues. Non, Monsieur Ryder. Il m'a simplement aidé dans un moment difficile. Je vois. C'est juste que dans son regard, quand il vous regardait, il y avait quelque chose. Le docteur se tut, contemplant le feu. Harmony est un bon endroit pour une nouvelle vie, Miss Harrison. Il y a beaucoup de gens respectables ici. L'instituteur, Monsieur Thompson par exemple, un jeune veuf qui élève 2 enfants, ou Monsieur Wilson de la banque, un célibataire, mais un homme très fiable. Victoria comprit où il voulait en venir. Le docteur se sentait probablement le devoir de veiller à son avenir. « Docteur Stone, j'apprécie votre sollicitude. Mais pour l'instant, j'ai besoin de temps. Tout s'est passé si vite. Bien sûr, je ne voulais pas paraître indiscret. J'ai juste pensé... » Victoria se leva. « Si vous le permettez, je vais voir comment va votre mère, et je vais me coucher. Demain sera une longue journée. » Dans sa chambre, elle se remit à écrire. Le docteur suggère qu'il est temps pour moi de penser au mariage. Il a raison, une femme dans ma situation a besoin de protection. Mais comment puis-je penser au mariage quand mon cœur est occupé par les pensées d'un homme qui a peut-être déjà oublié mon existence? Ethan Ryder est devenu une partie de mon âme en ces 2 jours, et j'ai peur que personne d'autre ne puisse jamais prendre cette place.
dehors, la pluie bruissait et les bûches crépitaient dans la cheminée. Victoria s'endormit au son de ces bruits paisibles, mais elle rêva d'yeux gris couleur d'orage et d'une voix lui disant « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez ». Une semaine passa. Victoria s'était habituée au rythme de la maison du docteur. Le matin, petit déjeuner avec Madame Stone et lecture des journaux. L'après-midi, promenade dans le jardin ou course en ville. Le soir, dîner et conversations au coin du feu. La vieille dame se révéla être un puits d'histoire et de sagesse. « Tu sais, ma chère, lui dit-elle un soir, dans ma jeunesse, j'étais moi aussi amoureuse d'un homme inaccessible, un beau capitaine qui traversait notre ville. Il avait promis de revenir, mais il n'est jamais revenu. Et qu'avez-vous fait? J'ai épousé le docteur, et tu sais quoi? Il s'est avéré être meilleur que tous les beaux capitaines réunis. Parfois, ce que nous considérons comme un malheur se révèle être une bénédiction. » Victoria hocha la tête, mais, au fond d'elle, elle n'était pas sûre de pouvoir aimer quelqu'un d'autre qu'Ethan. Même le souvenir de lui la réchauffait, plus que la présence réelle des gens bienveillants qui l'entouraient. Pendant ce temps, à 200 miles au sud, Ethan Ryder était assis dans un saloon de la ville de Del Rio, étudiant les visages aux tables de jeu. Quelqu'un ici savait où trouver Rafael Vasquez. Il fallait juste de la patience et savoir écouter. Mais pour la première fois en 8 ans, la vengeance n'était pas la seule pensée qui occupait son esprit. De temps en temps, il se souvenait des cheveux d'or et du regard courageux de la jeune femme qu'il avait nommée Victoria, et à chaque fois, il chassait ses pensées, se rappelant son devoir envers les morts. Pour l'instant. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Victoria s'était installée chez le docteur Stone. La vie à Harmony suivait son cours, calme et paisible. Chaque jour apportait son lot de petites joies et de soucis simples. Madame Stone se remettait progressivement, et Victoria s'habituait de plus en plus à l'idée que c'était là sa nouvelle maison. Ce matin-là, elle s'apprêtait à aller au marché acheter des légumes frais, quand un cavalier inconnu s'arrêta devant la maison. C'était un homme grand et large d'épaules, vêtu d'un costume coûteux et de gants de cuir. Son cheval était de race et sa selle ornée d'argent. Victoria se méfia instinctivement. Qu'est-ce qui pouvait bien amener un tel homme à la modeste demeure du docteur? L'inconnu descendit de cheval et se dirigea vers le porche. Ses mouvements étaient assurés, mais ses yeux trahissaient quelque chose de désagréable. Un regard froid et calculateur, comme s'il estimait la valeur de tout ce qui l'entourait. « Bonjour », dit-il en retirant son chapeau. « James Crowley, Jr. Je cherche Miss Victoria Harrison. » Le cœur de Victoria manqua un battement. Le nom de Crowley, elle l'avait déjà entendu quelque part. Et soudain, elle se souvint, le corpulent propriétaire de la maison close de Cedar Creek, qui avait enchéri pour elle, s'appelait aussi Crowley. « Je suis Victoria Harrison, » répondit-elle prudemment. « Et qui êtes-vous? » James Crowley sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Le fils de Samuel Crowley. Je pense que vous vous souvenez de mon père. » Victoria sentit un frisson lui parcourir le dos. « Que voulez-vous? » « Voyez-vous, Miss Harrison, il y a eu un petit contretemps. L'homme qui vous a soi-disant racheté aux enchères s'est avéré être un escroc. L'argent était faux, les documents invalides. Ce qui signifie que vous êtes toujours redevable à mon père. » Le docteur Stone sortit de la maison, ayant manifestement entendu les voix. « Que se passe-t-il, Miss Harrison? »« Docteur, » s'inclina poliment Crowley Jr. « James Crowley. Je suis venu chercher Miss Harrison en vertu de la loi. Il y a, semble-t-il, quelques problèmes avec les documents concernant sa libération. » Le docteur Stone fronça les sourcils. « Quel problème? Miss Harrison est une femme libre. Elle travaille pour moi de son plein gré. » « Je crains que ce ne soit pas tout à fait exact, » dit Crowley, en sortant des papiers pliés de sa poche intérieure. « Voici une ordonnance du juge de district. La vente aux enchères, ça a été déclaré invalide pour cause de fraude. Miss Harrison doit retourner à Cedar Creek pour une nouvelle vente. »
Le docteur prit les documents et les examina attentivement. Victoria vit son visage s'assombrir de plus en plus. « Les documents semblent authentiques, » dit-il lentement. « Mais cela ne signifie pas que je vous laisserai emmener Miss Harrison contre sa volonté. » Crowley haussa les épaules. « Docteur, je comprends vos sentiments. Mais la loi, c'est la loi. Si Miss Harrison ne vient pas avec moi de son plein gré, je devrais faire appel au shérif. » « Et si la dette était remboursée ?» demanda le docteur Stone. « Combien faut-il ? 200 $, plus les intérêts de retard. Soit un total de 250 $. Victoria eut le souffle coupé. Le docteur n'avait certainement pas une telle somme. Elle avait vu ses modestes comptes et savait qu'il recevait la plupart de ses honoraires en produits et services de la part de ses patients peu fortunés. « Je n'ai pas cet argent, » admit honnêtement le docteur. « Alors je crains que Miss Harrison ne doive venir avec moi, » reprit Crowley avec le même sourire froid. « Mais ne vous inquiétez pas. Mon père est un homme compréhensif. Peut-être proposera-t-il à Miss Harrison une autre façon de rembourser sa dette. » Victoria comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire, et cette seule pensée lui donnait la nausée. « Monsieur Crowley, » dit-elle aussi calmement que possible, « donnez-moi le temps de rassembler mes affaires. »« Bien sûr, vous avez une demi-heure. » Victoria monta à l'étage, suivie par le docteur Stone. « Miss Harrison, je ne peux pas laisser faire ça, » dit-il une fois dans le salon. « Docteur, vous avez déjà fait plus pour moi que quiconque. Ne gâchez pas votre vie à cause de moi. » Mais il doit y avoir une solution. Peut-être que je peux emprunter de l'argent. À qui? Personne en ville ne possède de telles sommes. Et même si c'était le cas, pourquoi risquerait-il pour une inconnue? De la chambre de Madame Stone, une voix faible se fit entendre. « Daniel, Victoria, venez ici !» Ils montèrent. La vieille dame s'était allongée sur son lit, mais ses yeux brillaient de détermination. « J'ai tout entendu, dit-elle. Victoria ouvre le tiroir du haut de la commode. Là, dans la boîte. Victoria trouva une petite boîte en bois sculpté. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvaient Naoma des pièces d'or, quelques pierres précieuses et une liasse de billets. Victoria regarda Madame Stone, déconcertée. « Ce sont mes économies, » expliqua la vieille dame. « L'héritage de mon mari, plus ce que j'ai mis de côté pendant des années. Considère-les comme les tiennes. Madame Stone, je ne peux pas. Tu peux et tu dois. Je n'ai pas d'autres héritiers que Daniel, et il s'en sortira très bien sans cet argent. Toi, en revanche, tu auras ta liberté. » Le docteur Stone compta rapidement l'argent. Il y a près de 400 $ ici, maman. C'est beaucoup trop. C'est juste ce qu'il faut. Victoria remboursera la dette, et avec le reste, elle pourra commencer une nouvelle vie, loin de ses vauriens. Victoria s'agenouilla près du lit et prit la main ridée de la vieille dame dans les siennes. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vis heureuse, ma chère. Ce sera le plus beau des remerciements. » 20 minutes plus tard, Victoria descendit rejoindre Crowley avec un sac d'argent. « Voici vos 250 $, dit-elle en lui tendant les billets. Crowley compta l'argent, visiblement déçu par cette tournure des événements. « Le compte est bon, » admit-il à contre-cœur. « La dette est remboursée. Signez ici. » Il lui tendit un document attestant du remboursement de la dette. Victoria le signa d'une main tremblante. « Alors, je suis libre maintenant ?»« Formellement, oui. Mais permettez-moi de vous donner un conseil, Miss Harrison. Mon père n'est pas du genre à pardonner facilement. Il a dépensé beaucoup d'argent pour vous retrouver. Soyez prudente. » Sur ces mots, il monta à cheval et partit, laissant derrière lui un nuage de poussière et un sentiment de menace. Le docteur Stone passa un bras autour des épaules de Victoria. « C'est fini, vous êtes vraiment libre maintenant. » Mais Victoria ne se sentait pas soulagée. Les paroles de Crowley Jr. sonnaient comme un avertissement. Cet homme ne la laisserait pas en paix, et tôt ou tard, il trouverait un moyen de l'obtenir. Le soir,
Alors que Madame Stone dormait, Victoria était assise dans sa chambre, réfléchissant à son avenir. L'argent restant suffirait pour partir loin et recommencer une nouvelle vie, peut-être en Californie ou même en Oregon. Mais l'idée de se séparer de ces bonnes personnes, qui étaient devenues sa famille, lui faisait mal. On frappa à la porte. Le docteur Stone entra avec une tasse de thé chaud. « Vous ne dormez pas ?» Je réfléchis à ce que je vais faire. Il posa le thé sur une petite table et s'assit dans un fauteuil. « Miss Harrison ?»« Victoria. Puis-je vous dire quelque chose ?»« Bien sûr. » Au cours de ces dernières semaines, vous êtes devenue une partie de notre famille. Ma mère s'est attachée à vous, et moi aussi. Bref, nous ne voulons pas que vous partiez. Victoria leva les yeux vers lui. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, il pourrait être dangereux de rester ici. Alors nous trouverons un moyen de vous protéger. Il y a un shérif en ville, il y a des lois. Dr. Stone, Crowley père est un homme influent. Il a de l'argent et des relations. Il peut rendre la vie insupportable à tous ceux qui m'aident. Le docteur resta silencieux, puis se leva avec détermination. Victoria, je veux vous faire une proposition. Son cœur se mit à battre plus vite. Était-ce ce qu'elle pressentait depuis quelques semaines? Épousez-moi. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Victoria le regarda, ne sachant que dire. Je comprends que cela puisse paraître soudain, continua le docteur, et que vous ne m'aimez pas comme cet homme qui vous a sauvé. Mais je vous offre la protection, le respect, la stabilité, et peut-être qu'avec le temps, l'affection viendra. Victoria se leva et s'approcha de la fenêtre. La pluie commençait à tomber. Les gouttes glissaient sur la vitre, brouillant la lumière des lanternes. « Daniel, » dit-elle, l'appelant pour la première fois par son prénom. « Vous êtes un homme bon, gentil, honnête, fiable. N'importe quelle femme serait heureuse de devenir votre épouse. Mais pas vous. Ce n'est pas vous le problème. C'est moi. Je ne suis pas prête. Pas encore. » Il s'approcha d'elle et lui toucha doucement l'épaule. « Je comprends. Ma proposition tient toujours. Quand vous serez prête, si jamais vous l'êtes, dites-le-moi simplement. » Le lendemain matin, une nouvelle secoua tous les habitants de la ville. À 20 milles au sud, sur la route, on avait retrouvé les corps de 3 hommes, tous abattus de tirs de revolver précis. Selon la description de témoins, le tueur pourrait être un homme de haute taille, vêtu d'une veste en cuir usé, montant un étalon baille. En apprenant la nouvelle au magasin, Victoria sentit son sang se glacer. La description correspondait à Ethan. Mais que faisait-il dans la région? Et surtout, qui avait-il tué et pourquoi? Vers le soir, les détails furent connus. Les hommes tués étaient des bandits de la bande d'un certain Rafael Vasquez. Ils avaient pillé une ferme et assassiné une famille de colons, y compris des enfants. Puis un tireur inconnu était apparu et leur avait administré sa propre justice. Victoria comprit, c'était Ethan. Il avait retrouvé la piste de Vasquez. Ce qui signifiait que son long voyage de vengeance touchait à sa fin. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil, pensant à l'homme aux yeux gris qui, quelque part dans l'obscurité, se préparait à son dernier combat avec le passé. Et qu'elle ne savait pas qu'au même moment, Ethan Ryder était assis dans un campement à 20 miles d'Harmony, nettoyant son revolver et pensant à la jeune femme aux cheveux d'or qu'il avait laissée en sécurité. Demain, il trouverait Vasquez. Et après peut-être s'autoriserait-il à retourner vers celle qui, en quelques jours, était devenue une lumière dans son monde de ténèbres, s'il survivait au combat de demain. Ethan Ryder se réveilla avant l'aube, au bruit de pas dans l'herbe sèche. 8 années de vie sur le fil du rasoir lui avaient forgé un instinct qui le sortait du sommeil au moindre danger. Il roula silencieusement loin du feu de camp refroidi, tout en sortant son colt de son étui. « Ne tire pas, l'ami, » dit une voix familière dans l'obscurité. « C'est moi, Tommy. » Un homme de petite taille, vêtu d'habits usés, apparut de derrière les rochers. Tommy MacDonald était l'une des rares ténors personnes en qui Ethan avait confiance.
Ils s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt, alors qu'ils chassaient le même criminel, et depuis, ils échangeaient des informations de temps en temps. « Que fais-tu ici » demanda Ethan sans baisser son arme. « Je t'apporte des nouvelles qui ne vont pas te plaire. Vasquez sait que tu es assez trousse. » Ethan abaissa lentement son revolver. « Comment ?»« L'un des 3 types que tu as tués hier n'est pas mort sur le coup. Il a eu le temps de parler à Vasquez d'un grand tireur en veste de cuir. Vasquez n'est pas idiot. Il a compris qui le suivait. Et qu'a-t-il décidé ?» Tommy s'accroupit et sortit sa pipe. C'est là que ça devient intéressant. Il aurait pu simplement s'enfuir. Mais au lieu de ça, il a envoyé des hommes à Harmony. Le cœur d'Ethan se serra. Pourquoi? Il dit qu'il veut en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Il a trouvé ta faiblesse. Quelle faiblesse? Tommy tira sur sa pipe, expirant un nuage de fumée dans l'air de l'aube. Une fille aux cheveux d'or nommée Victoria. Vasquez a appris que tu l'avais sauvée à Cedar Creek. Il doit avoir des informateurs là-bas. Ethan sentit un froid glacial l'envahir. Il avait essayé de ne pas penser à Victoria ces dernières semaines. Mais il réalisait maintenant qu'au fond de lui, il avait toujours espéré la retrouver une fois l'affaire Vasquez réglée. Combien d'hommes a-t-il envoyé? 6. Tous des tueurs endurcis. Vasquez leur a dit de ramener la fille vivante. Mais si quelque chose tournait mal, de tuer tout le monde dans la maison où elle vit. Ethan se leva d'un bond et commença à seller son cheval. Quand sont-ils partis? Hier soir? Ils ont 8 heures d'avance, peut-être plus. Et où est-ce Vasquez? Dans l'ancienne mine de Loi Morte, à 20 miles à l'ouest d'ici. Il attend que ses hommes lui amènent ta fille. Ethan serra la sangle si fort que son étalon renifla de mécontentement. Tommy, quel est ton intérêt dans tout ça? Pourquoi tu me dis ça? Le petit homme secoua la tête. Vasquez détient ma nièce parmi les otages, une fillette de 10 ans. Il la garde comme assurance, au cas où l'un de ses hommes déciderait de le trahir. Ethan hocha la tête, comprenant les motivations du vieux pisteur. Que proposes-tu? Unissons nos forces. Tu fonces à Harmony, tu sauves ta fille. Pendant ce temps, je me faufile jusqu'à la mine et je libère les otages. Ensuite, on s'occupe de Vasquez ensemble. D'accord. Mais si quelque chose tourne mal, chacun pour soi. Compris. Ethan sauta en selle. L'étalon piaffait d'impatience, sentant l'humeur de son maître. Bonne chance, Tommy. À toi aussi, l'ami. Prends soin de la fille. Ethan lança son cheval au galop à travers la prairie. Une seule pensée martelait son esprit. Pourvu que j'arrive à temps, pourvu que j'arrive à temps. Au même moment, à Harmony, Victoria aidait Madame Stone à sa toilette matinale, quand on frappa à toi la fenêtre avec les jointures des doigts. Les 2 femmes se figèrent. « Qui cela peut-il bien être à cette heure ?» chuchota la vieille dame. Victoria s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil prudent. Dans la cour se tenaient 6 cavaliers. Même dans la faible lumière de l'aube, il était évident que ce n'étaient pas des voyageurs pacifiques. Les armes, les visages durs, la posture alerte, tout indiquait le danger. « Madame Stone, il faut se cacher, » murmura Victoria. « Il n'y a nulle part où aller, ma chère. La maison est trop petite. » En bas, on entendit le bruit d'une porte défoncée et des pas de bottes. Des voix rauques, des jurons, le son de meubles qui tombent. « Où est-ce la fille ?» cria quelqu'un en bas. « Cherchez à l'étage !» répondit une autre voix. Victoria verrouilla rapidement la porte de la chambre et poussa une commode contre elle. Cela ne les arrêterait pas longtemps, mais leur donnerait le temps de réfléchir. « Dans le placard !» chuchota Madame Stone. « Il y a une cachette. » Derrière les vêtements se trouvait en effet une petite porte menant à un espace sous le toit. Victoria aida la vieille dame à y grimper et la suivit, en essayant de ne pas faire de bruit. Ils se cachèrent juste à temps. La porte de la chambre fut défoncée avec fracas, et 3 hommes firent irruption dans la pièce. « Il n'y a personne ici, » dit l'un d'eux. « Cherchez mieux. Vasquez a dit que la fille habite bien ici. »
Le cœur de Victoria battait si fort qu'elle en avait l'impression qu'on pouvait l'entendre de l'extérieur. Le nom de Vasquez, elle l'avait déjà entendu quelque part. Puis elle se souvint, c'était l'homme qu'Ethan recherchait. Les bandits y retournèrent toute la pièce, mais ne trouvèrent pas la cachette. Cependant, leur chef se montra plus malin que ses compagnons. « Attendez, dit-il, si la fille n'est pas là, c'est qu'elle était partie tôt ce matin. Jake, fouille la maison du docteur. Les autres, cherchez-la en ville. Mais souvenez-vous, il nous la faut vivante. Et qu'est-ce qu'on fait de cette maison? Et on attend. Tôt ou tard, elle reviendra. » Victoria comprit qu'elles étaient piégées. Tôt ou tard, on les trouverait, et le docteur Stone, sans se douter de rien, pourrait rentrer et tomber dans une embuscade. 1 heure s'écoula. Le silence régnait dans la maison. L'un des bandits était probablement resté de garde tandis que les autres étaient partis en ville. Madame Stone respirait avec difficulté. Son cœur âgé supportait mal le stress et le confinement de la cachette. « Il faut que je sorte, » chuchota Victoria. « S'il vous arrive quelque chose. »« Non, ma chère, c'est trop dangereux. » Mais Victoria voyait que la vieille dame faiblissait. Rester dans la cachette signifiait la condamner à une mort certaine. Victoria sortit prudemment de sa cachette. Il n'y avait personne dans la chambre. Mais du salon parvenait un ronflement régulier. Quelqu'un dormait dans un fauteuil. Elle descendit l'escalier sur la pointe des pieds. L'un des bandits somnolait en effet près de la cheminée, les pieds sur une petite table, adossée au fauteuil du docteur Stone. Son revolver était posé sur ses genoux. Victoria remarqua que la porte d'entrée était ouverte, probablement pour entendre si quelqu'un approchait. Elle se dirigea lentement vers la porte, en évitant de faire grincer le plancher. Elle y était presque. Encore un pas. Pas un geste de plus, ma belle. Elle se retourna. Le bandit s'était réveillé et la regardait avec un sourire narquois, le revolver à la main. « Tu t'es bien caché. Tu nous prenais pour des imbéciles. Laissez-moi partir. Personne n'a besoin de moi. Au contraire, Vasquez a promis une belle somme pour toi. Pourquoi veut-il de moi ?» Le bandit se leva sans la quitter des yeux. « Tu vois, ma petite, il y a un cow-boy têtu qui empêche notre patron de dormir tranquille depuis 8 ans. Alors Vasquez a décidé d'utiliser sa faiblesse contre lui. » Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Ton travail, c'est de rester tranquille et d'attendre. Bientôt, ton petit sauveur va rappliquer ici comme un dératé. Et là, on lui réservera un accueil chaleureux. À ce moment, un faible gémissement se fit entendre du premier étage. Madame Stone était au plus mal. « Il y a une vieille femme là, Sao. Elle a besoin d'aide, » dit Victoria. « Ce n'est pas mon problème. Elle va mourir. » Et alors si, une vieille de plus ou de moins. Victoria sentit la colère monter en elle. Toute sa vie, elle avait été une jeune femme calme et soumise. Mais maintenant, face à l'indifférence de cette brute devant la souffrance d'autrui, quelque chose se brisa en elle. « Vous êtes une brute insensible, dit-elle. » Le bandit se mit à rire. Oh, le petit chaton sort les griffes. Intéressant. Il s'approcha d'elle, et Victoria sentit une odeur de sueur, de whisky et de saleté. « Tu sais quoi, ma belle? En attendant ton cavalier, on pourrait bien s'amuser un peu. » Et il tendit la main pour toucher son visage. À cet instant, Victoria attrapa une lourde statuette en bronze sur le manteau de la cheminée et le frappa de toutes ses forces à la tête. Le bandit s'effondra sur le sol, inconscient. Victoria ramassa son revolver, les mains tremblantes. L'arme était lourde et froide. Elle courut à l'étage voir Madame Stone. La vieille dame gisait inconsciente dans la cachette. Sa respiration était superficielle et saccadée. « Tenez bon, » murmura Victoria. « Je vais trouver le docteur. » Elle transporta Madame Stone sur le lit et la couvrit d'une couverture. Puis elle redescendit. Le bandit était toujours immobile, mais il respirait. Victoria le ligota avec une ceinture et le bâillonna, puis
regarda dehors. Personne. Les autres la cherchaient probablement encore en ville. Elle se glissa hors de la maison et courut vers le cabinet médical du docteur Stone. Mais il n'était pas là. Une voisine lui dit que le docteur était parti voir un malade à la ferme et ne rentrerait que le soir. Victoria errait dans la ville, ne sachant que faire. Aller voir le shérif? Mais et si parmi ces hommes se trouvaient des partisans de Vasquez? Dans les petites villes, la corruption était monnaie courante. Et c'est alors qu'elle les vit. 4 cavaliers parcouraient la rue principale, scrutant attentivement les visages des passants. L'un d'eux la désigna du doigt. Victoria se mit à courir. Derrière elle des cris et le bruit des sabots. Elle tourna dans une ruelle, puis une autre. Mais les chevaux étaient plus rapides. Ils la coincèrent dans une impasse près des entrepôts, à la périphérie de la ville. Il n'y avait plus d'issue. Enfin, dit le même bandit qui dirigeait les recherches. Tu es rapide, ma petite. Mais la partie est terminée. Victoria serra le revolver dans sa main. Elle n'avait jamais tiré sur un homme de sa vie, mais elle était prête à essayer. N'approchez pas! Les bandits se mirent à rire. Tu ne sais même pas le tenir correctement. Allez, donne-nous cette arme gentiment. L'un d'eux descendit de cheval et se dirigea vers elle. Victoria leva le revolver, visant avec des mains tremblantes. Haltez! À ce moment précis, un coup de feu retentit de l'autre bout de la ruelle. Le bandit qui s'approchait d'elle tomba en se tenant l'épaule. Tous se retournèrent. À l'entrée de la ruelle se tenait un cavalier sur un étalon beige, chapeau à large bord, veste en cuir, revolver à la main. Ethan. « Éloignez-vous de la jeune femme » dit-il d'une voix calme. Dernier avertissement. Les 3 bandits restants portèrent la main à leurs armes. Mais Ethan fut plus rapide. Son revolver cracha 3 fois de suite, et tous 3 s'effondrèrent, morts. Le bandit blessé tenta de ramper jusqu'à son cheval, mais Ethan descendit de sa monture et s'approcha de lui. « Où est-ce Vasquez ?»« Va au diable !» Ethan posa le pied sur le bras blessé. Le bandit hurla. « Où est Vasquez ?»« Ah, à la mine de l'oie morte. Il t'attend. Combien d'hommes a-t-il » ? « Une dizaine, peut-être plus. » Ethan hocha la tête et lui tira une balle dans la tête. Victoria était debout, plaquée contre le mur de l'entrepôt, tremblante. Tout s'était passé si vite qu'elle ne réalisa pas immédiatement que le danger était passé. Ethan s'approcha d'elle et lui prit doucement les épaules. « Victoria, c'est fini, ils ne vous toucheront plus. » Elle leva les yeux vers lui, les mêmes yeux gris couleur d'orage, la même cicatrice au-dessus du sourcil. Mais quelque chose avait changé dans son visage. Il était plus doux, plus chaleureux. « Ethan, comment avez-vous su ?»« Peu importe. L'important, c'est que je sois arrivé à temps. » Elle se jeta dans ses bras, et il la serra fort contre lui. Dans cette étreinte se trouvait toute la tendresse non exprimée de son cœur endurci. « Victoria, je dois partir. Vasquez m'attend, et c'est peut-être ma seule chance d'en finir avec lui. Alors je viens avec vous. » « Non, c'est trop dangereux. Ethan, Madame Stone, est très malade. Elle a besoin d'aide, et le docteur n'est pas en ville. Je ne peux pas la laisser. » Il hocha la tête, comprenant. « Alors je reviendrai vous chercher. Je le jure, je reviendrai. Et si vous ne revenez pas ?» Ethan la regarda longuement, puis se pencha et l'embrassa. C'était leur premier baiser, doux, tendre, plein de sentiments inexprimés. « Je reviendrai, » dit-il. « J'ai maintenant une raison de vivre. » Il monta à cheval et partit au galop, tandis que Victoria restait au milieu de la ruelle, parmi les cadavres, pressant ses doigts contre ses lèvres et sentant le goût salé de ses larmes. Devant lui l'attendait le dernier combat avec son passé. Et pour elle, une attente angoissante. La mine de l'oie morte ne portait pas son nom par hasard. 10 ans plus tôt, la galerie principale s'était effondrée, ensevelissant 20 mineurs. Depuis, l'endroit était considéré comme maudit.
et seuls les désespérés osaient s'y installer. Ethan descendit de cheval à un demi-mille de la mine et attacha son étalon à un buisson de mesquite. Le soleil se couchait, colorant le ciel d'un rouge sanglant. Un décor approprié pour le combat final. Il vérifia son revolver, les cartouches de sa ceinture, le couteau dans sa botte. 8 ans qu'il se préparait à ce jour. 8 ans qu'il voyait en rêve la maison en feu et entendait les cris de sa sœur. Et maintenant que le but était si proche, il ressentait un calme étrange. En s'approchant furtivement de la mine, Ethan aperçut le campement de Vasquez. Quelques tentes, un feu de camp, une douzaine de chevaux à la tâche. 2 sentinelles gardaient l'entrée de la galerie principale. Esati. D'autres hommes étaient assis près du feu, jouant aux cartes et buvant. Ethan remarqua Tommy qui se faufilait de l'autre côté du camp. Le vieux pisteur lui fit un signe de la main. Les otages étaient en hâte dans la 3e tente, presque sans surveillance. Le plan était simple. Tommy libérerait que les otages pendant qu'Ethan ferait diversion. Ensuite, chacun pour soi. Ethan attendit que Tommy soit en position et tira en l'air. « Vasquez, sors de là. L'heure des comptes a sonné. » Le camp fut en ébullition. Les hommes saisirent dans leurs armes, criant et cherchant à s'abriter. De la tente principale sortit un homme qu'Ethan n'avait pas vu depuis 8 ans, mais qu'il aurait reconnu entre 1000. Rafael Vasquez n'avait presque pas changé. La même moustache noire de Jay, les mêmes yeux de prédateur, la même cicatrice sur la joue gauche, un souvenir de son père lors de leur dernier affrontement. Ethan Ryder, ricana Vasquez. Enfin, j'ai attendu cette rencontre pendant 8 ans. Alors ne traîne pas. Ordonne à tes hommes de ne pas intervenir. C'est une affaire entre nous. Vasquez fit un geste de la main et ses hommes s'écartèrent, formant un large cercle. Au centre ne restaient que 2 hommes, liés par une même histoire. Histoire sanglante. « Tu sais, mon garçon, je suis même content que tu m'aies trouvé, » dit Vasquez en s'approchant lentement. « Ces années de chasse ont rendu la vie plus intéressante. Je commençais à m'ennuyer. Tu as tué mon père. Tu as brûlé ma sœur vive. » Oui, c'est arrivé, mais c'était de leur faute. Ton vieux s'accrochait trop à sa terre. Ethan sentait la rage monter en lui, mais il se forçait à rester calme. La colère est mauvaise conseillère au combat. Et maintenant, tu t'en prends à une jeune femme innocente. Ah. Alors tu es vraiment tombé amoureux de cette beauté blonde, se moqua Vasquez. Qui aurait cru que le dur à cuire Ethan Ryder avait un cœur? Un dernier mot? Oui, je crois. Choupier. Je veux que tu saches qu'après t'avoir tué, je m'occuperai de ta petite amie, et je ne la tuerai pas tout de suite. Je m'amuserai d'abord. Ethan ne répondit pas. Sa main descendit lentement vers son étui. Les 2 hommes se figèrent, se regardant droit dans les yeux. Un silence de mort s'installa. Même le vent se tut. Vasquez fut le premier à dégainer. Mais des années de vie dissolue l'avaient ralenti. Ethan sortit son revolver et tira une fraction de seconde avant lui. La balle atteignit Vasquez à la poitrine, juste à gauche du cœur. Il tomba à genoux, laissant tomber son arme non chargée. Ethan s'approcha de lui et s'agenouilla à ses côtés. « Ça, c'est pour mon père, » dit-il doucement. « Et ça, c'est pour Elisabeth. » Il plaça le canon de son revolver sur la tempe de Vasquez et pressa la détente. Une chasse de 8 ans venait de prendre fin. Les hommes de Vasquez restaient immobiles, n'osant pas bouger. Leur chef était mort, et devant eux se tenait l'homme qui avait traqué et tué seul le bandit le plus dangereux du Texas. « Vous avez le choix, » dit Ethan en se relevant. « Vous pouvez essayer de venger votre patron, ou vous pouvez rentrer chez vous et commencer une vie honnête. » Un par un, ils commencèrent à se disperser. Une demi-heure plus tard, il ne restait plus dans le camp qu'Ethan, Tommy et les otages libérés. « Ta nièce va bien ?» dit Tommy en serrant la fillette effrayée dans ses bras. Un peu effrayée, mais saine et sauve. « Merci l'ami, je n'y serais pas arrivé sans toi. Et maintenant, où vas-tu ?
Ethan regarda vers l'est où, dans l'obscurité, se trouvait Harmony. À la maison. J'ai une maison maintenant. Pendant 3 jours, Victoria ne quitta pas le chevet de Madame Stone. La vieille dame se remettait lentement, mais elle était encore très faible. Le docteur Stone, revenu le lendemain des événements, était bouleversé par ce qui s'était passé. « Je n'aurais jamais dû vous laisser » répétait-il. « Si M. Ryder n'était pas arrivé à temps, mais il est arrivé, » répondait Victoria. Et tout s'était bien terminé. Seulement, elle n'en était pas si sûre. 3 jours s'étaient écoulés, et Ethan n'était toujours pas là. Et s'il avait été blessé, s'il gisait quelque part dans la prairie, mourant d'hémorragie, ou pire, si Vasquez avait été le plus fort. Le 4e jour, alors que Victoria arrosait les fleurs dans le jardin, elle entendit un bruit de sabots. En levant la tête, elle vit un cavalier sur le familier étalon Bay, Ethan. Elle laissa tomber son arrosoir et courut vers lui. Il descendit de cheval et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer dans les airs. « Oh, c'était fini, dit-il en la serrant contre lui. « Vasquez est mort. Nous sommes libres maintenant. Vous êtes blessé? Juste une égratignure au bras. Rien de grave. » Victoria s'écarta et le regarda attentivement. Quelque chose avait changé dans son visage. Le poids qui pesait sur lui depuis toutes ces années avait disparu. Ses yeux étaient plus clairs, son sourire, sincère. « Ethan, que va-t-il se passer maintenant ?» Il lui prit les mains. « Victoria, je veux vous dire quelque chose. Ces jours sans vous m'ont montré que la vengeance n'est pas une vie. C'est une mort lente. Et vous m'avez fait comprendre ce que c'est que de vivre vraiment. Ethan, laissez-moi finir. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir. Un peu d'argent, un cheval, une arme. Mais j'ai des mains qui peuvent travailler. Et un cœur qui n'appartient qu'à vous. » Il posa un genou à terre, en plein milieu de la route poussiéreuse. « Victoria Harrison, voulez-vous m'épouser? Pas parce que vous avez besoin de protection, ni par gratitude, mais parce que je vous aime plus que ma propre vie. » Victoria sentit les larmes lui monter aux yeux. « Relevez-vous, Ethan. Ne restez pas à genoux. Ce n'est pas une réponse? Oui, oui, je veux vous épouser. Parce que je vous aime aussi, depuis le jour où vous m'avez sauvé. » Il se releva et l'embrassa. Dans ce baiser, il y avait toute la tendresse qu'il avait accumulée pendant des années, et tous ses espoirs pour l'avenir. Le docteur Stone sortit de la maison. En voyant le couple s'embrasser, il sourit. « Je suppose que des félicitations sont de mise. »« Docteur, » dit Ethan sans lâcher Victoria, « je veux épouser cette femme, avec votre permission. Et où comptez-vous aller après le mariage ?» Ethan réfléchit. « Honnêtement, je ne sais pas. J'ai passé toute ma vie d'adulte à poursuivre un seul homme. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Et que savez-vous faire, à part tirer? J'ai été cow-boy, je m'y connais en chevaux et en bétail. Je connais un peu la médecine. J'ai dû soigner des blessures. » Le docteur Stone hocha la tête. « Dans ce cas, j'ai une proposition. Harmony grandit et j'ai besoin d'un assistant. Quelqu'un qui pourrait se rendre chez les patients éloignés, aider dans les cas difficiles. Je ne pourrai pas payer beaucoup, mais ce sera suffisant pour vivre. » Ethan échangea un regard avec Victoria. « Et vous? Qu'en dites-vous, qu'en dites-vous? Je dis que je suis prête à vivre n'importe où tant que je suis avec vous. Alors, marché conclu, docteur. » Ils se serrèrent la main sans lire. La main scellant leur accord. Le mariage a eu lieu 2 semaines plus tard dans la petite église d'Harmony. Madame Stone, suffisamment remise pour se lever, insista pour être présente à la cérémonie. « Je ne manquerai pas le mariage de ma fille adoptive, » déclara-t-elle. Le jeune pasteur Williams les maria, avec le docteur Stone et Madame Stone comme témoins. La moitié de la ville s'était rassemblée dans l'église. L'histoire d'amour romantique entre le mystérieux tireur et la jeune femme qui l'avait sauvée s'était rapidement répandue dans toute la région. Victoria portait une robe blanche qu'elle avait cousue elle-même pendant ces 2 semaines. Simple mais élégante,
Elle mettait en valeur sa beauté mieux que n'importe quelle tenue parisienne. Ethan se tenait devant l'autel, dans un costume neuf, acheté spécialement pour l'occasion. Les cheveux coupés, les joues rasées de près. Mais surtout, ses yeux n'avaient brindé plus ce poids qui l'avait tourmenté pendant des années. « Ethan Ryder, consentez-vous à prendre pour épouse Victoria Harrison ?» demanda le pasteur. « Je le consens. Et vous, Victoria Harrison, consentez-vous à devenir l'épouse d'Ethan Ryder ? Je le consens. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par le Tout-Puissant, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Ethan souleva doucement le voile de Victoria et l'embrassa. Des applaudissements et des félicitations retentirent dans l'église. Après la cérémonie, une petite fête fut organisée à l'hôtel. Un violon jouait, les dames de la ville avaient apporté leurs meilleurs plats, et les hommes apportaient un tour à tour des toasts au bonheur des jeunes mariés. À la nuit tombée, Ethan et Victoria se rendirent dans leur nouvelle maison, un petit cottage confortable, à la périphérie de la ville, que le Dr Stone leur avait offert en cadeau de mariage. « Ethan, » dit Victoria une fois qu'ils furent seuls, « je veux vous poser une question. N'importe laquelle. Ne regrettez-vous pas que les choses sont passées ainsi? Vous auriez pu continuer à errer, à être libre. » Ethan lui prit les mains et la regarda dans les yeux. « Victoria, j'ai passé 8 ans en prison. La prison de ma propre haine et de ma soif de vengeance. Et vous m'avez libéré. Vous m'avez fait comprendre que la vie pouvait être autre chose que la douleur et la colère. Et maintenant, nous avons un avenir. Nous construirons une maison, nous élèverons des enfants, nous vieillirons ensemble. Et chaque jour, je remercierai le destin pour ce moment où j'ai décidé de m'arrêter à cette vente aux enchères. » Victoria se blottit contre sa poitrine. « Vous savez ce qui est le plus surprenant ? » ?»« Quoi ? » ?»« Je pensais que ma vie était finie à la mort de mon père, mais elle ne faisait que commencer. Au moment où vous m'avez tendu la main en disant « Descendez, mademoiselle, il est temps de partir. » Ethan embrassa ses cheveux qui sentaient la lavande. « Nous avons toute la vie devant nous, Madame Ryder. Toute la vie, Monsieur Ryder. » Par la fenêtre de leur nouvelle maison brillaient les étoiles, les mêmes étoiles sous lesquelles ils avaient été passer leur première nuit dans la prairie. Mais maintenant, elles n'éclairaient plus des fugitifs, mais une famille. 2 personnes qui s'étaient trouvées au moment le plus sombre de leur vie et s'étaient offert l'une à l'autre l'espoir du bonheur. Et quelque part, dans l'obscurité de la prairie, le vent bruissait dans l'herbe, emportant avec lui l'odeur de la poudre et l'amertume du passé. Une nouvelle vie se levait, une vie sans peur, sans vengeance, sans solitude, une vie pleine d'amour. 5 ans passèrent. Ethan Ryder était devenu l'un des hommes les plus respectés d'Harmonie. En tant qu'assistant du Dr Stone, il avait sauvé des dizaines de vies et gagné la reconnaissance de toute la ville. Victoria et lui eurent 2 enfants, un fils, Joshua, en l'honneur du père de Victoria, et une fille, Elizabeth, en mémoire de la sœur d'Ethan. Madame Stone vécut jusqu'à l'âge vénérable de 80 ans et mourut paisiblement dans son sommeil, entourée d'une famille aimante. Avant de mourir, elle dit à Victoria, « Je savais que tu apporterais le bonheur dans notre maison. Je l'ai su dès le premier regard. » Le Dr Stone épousa l'institutrice et trouva lui aussi le bonheur familial. Et Ethan Ryder, autrefois un vengeur solitaire, rentrait chaque soir à la maison où l'attendaient sa femme, ses enfants et un dîner chaud. Et chaque fois qu'il franchissait le seuil, il se souvenait des mots qui avaient changé sa vie. « Descendez, mademoiselle, il est temps de partir. » Oui, il était vraiment temps pour eux de commencer une nouvelle vie. Et ils l'avaient commencée, ensemble.